Et coucou tout le monde, me revoilà pour vous parler d'initiation à la lecture cette fois-ci. Vous avez des petits qui ont 3 parfois, 4 ans, 5 ans, 6 ans évidemment, et ils ont un appétit dévorant pour les lettres, pour la lecture. Vous voyez que ça les titille, vous voyez qu'ils ont des grands frères, des grandes sœurs qui savent déjà lire. Ils ont envie de s'y mettre, ils ont envie de lire eux-mêmes leurs albums, de ne pas être dépendants de vous. Et c'est le moment de les stimuler parce qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à lire, il n'y a pas d'âge. Donc si vous les sentez prêts, allez-y. N'attendez pas de repousser, il y a aucun problème si l'enfant sait lire avant le CP, tant mieux. Si c'est lire avant la grande section, c'est encore mieux. Enfin, on y va pour vraiment fluidifier tout ça, lui donner confiance et se dire que plus tôt il acquiert cette mécanique, mieux se dérouleront ses études, parce que la lecture entre en ligne de compte dans absolument tout, y compris les matières scientifiques. On en a besoin absolument tout le temps, comme vous savez. J'en avais déjà parlé dans une vidéo à Noël où je parlais déjà de l'apprentissage de la lecture. Le cerveau n'est pas fait pour. Quand on a inventé la lecture, l'écriture, il y a 7-8 000 ans, tous les circuits neuronaux ont dû se remettre en place. Et la lecture nécessite beaucoup d'implication de l'enfant. Donc elle est très énergivore. Déjà par rapport à la fatigue que cela génère, le cerveau qui occupe à peu près 2 à 3% de la masse totale de l'individu, là consomme 20 à 30% de ce que l'on génère comme énergie. Et quand l'enfant se met à lire, ça nécessite tellement de concentration qu'il a absolument besoin de beaucoup d'énergie et que son cerveau va travailler à plein ballon. Donc, pour que l'enfant soit déjà préparé à entrer dans la lecture, il faut qu'il réussisse à se concentrer. Et ça, c'est essentiel. Alors, une chose qui va beaucoup vous étonner, pour garder un enfant concentré, eh bien, vous l'obligez à rester à table pendant un repas. Alors ça, c'est un peu étonnant, ça va vous sembler très étrange, mais le fait de s'atteler à une tâche, à le garder vraiment complètement, et Christophe Clément, je lirai après, à le garder complètement concentré, bien c'est lui demander de rester à un endroit, à un moment, pendant une longue durée, et d'aller jusqu'au bout de ce qu'il est en train de faire. Donc ça va déjà l'engager. Le fait de mener un repas du début à la fin, sans se lever 15 fois, sans aller à gauche, à droite, sous la table, et ainsi de suite, ça va déjà lui demander un certain effort de concentration. Et en même temps, il est en train de manger, donc il est actif. Donc c'est pas être tortionnaire que de lui demander de rester à table. Ensuite, on peut lui demander différentes choses. Faire de la poterie, tout ce qui engage les mains, va concentrer l'enfant en un point, et en plus il crée quelque chose, donc ça l'engage beaucoup, et là au niveau concentration c'est essentiel. Autre chose, vous pouvez par exemple tracer une ligne et le faire marcher sur une ligne sur le sol, un pas devant l'autre, donc ça aussi ça l'oblige à être focus, à être concentré, et après la pratique d'un instrument bien sûr. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on a différentes choses pour commencer à engager l'enfant dans la lecture. On a tout ce qui est les syllabes, parce qu'avant de parler de sons et de lettres, on a d'abord le mot global et ensuite on a la syllabe. Le mot global, pour l'enfant, quand on parle, quand on fait des phrases, c'est une chaîne continue de mots et il ne perçoit pas forcément le séquençage des mots. Et pour nous, il est essentiel de les séquencer. Donc il faut bien articuler. Il faut bien prononcer toutes les lettres. On ne dit pas prendre, mais prendre. On ne dit pas exclusif, on dit exclusif. On prononce bien les X. Donc on fait déjà un travail sur soi pour bien s'astreindre à bien prononcer. Ensuite, par exemple, quand vous allez lire une histoire de Petit ours brun à l'enfant, pour l'enfant, Petit ours brun, c'est un seul et même mot. Donc, à vous de faire la segmentation. Petit ours brun. Alors ça fait un peu bizarre comme ça parce qu'il n'y a pas de liaison, mais on va expliquer à l'enfant comme ça qu'en fait il s'agit de 3 mots qui sont bien différenciés, et on peut même les taper dans les mains. Petit ours brun. Une fois que l'enfant comprend bien les différents mots, bien sûr, vous associez les mots à
à des objets, chaque fois que vous pouvez lui montrer quelque chose, tout ce qui est visuel va être d'une grande aide pour l'enfant. Évidemment, quand vous parlez d'un Lego, quand il est tout petit, si vous pouvez le tenir en main et lui montrer, c'est déjà beaucoup mieux. Si vous parlez d'une lettre, que vous avez un joujou par exemple, et que vous parlez de la lettre U, si vous l'avez en main, que vous la montrez, il visualise. C'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, une fois qu'on a le mot, qu'on a bien séquencé les mots, on peut commencer à séquencer les syllabes. Et c'est là que ça commence à être drôle, parce que on va faire frapper les syllabes dans les mains à l'enfant, et c'est pas toujours facile. Et même pour vous, c'est compliqué, parce que on en discutait avec mes enfants là pendant le dîner, et je leur disais, alors le mot fromage, comment le séquencer? Fromage ou fromage. Tout le monde n'est pas d'accord. Moi, j'ai déjà fait des recherches. Je sais que je m'étais posé la question avec mes élèves. J'ai déjà souvent cherché ce genre de choses, ce genre d'informations sur Internet. Je n'ai pas toujours trouvé. Donc, ça dépend aussi du mot qui suit, si on est dans un verre ou pas, et ainsi de suite. Alors, vous pouvez vous amuser avec eux à prendre, par exemple, lors du dîner, les éléments qui composent le repas et à les séquencer. Donc, c'est vous qui donnez l'exemple. Concombre, on va taper concombre. Et on va compter les syllabes. Tomate, pareil. Donc, au fur et à mesure, comme ça, radis, on arrive à montrer à l'enfant que le mot se compose de plus petites unités qui sont les syllabes, mais qui ne sont pas encore les plus petites unités. Et vous pouvez déjà aussi, pour engager l'enfant sur les sonorités, on va beaucoup se servir, quand on parle de syllabes, de tout ce qui est rime, essentiel, parce que là, ça va bien aider l'enfant à distinguer les syllabes, parce qu'il va comprendre que beaucoup de mots se terminent par les mêmes sonorités. Alors, par exemple, vous pouvez jouer à un jeu de Kim. C'est un jeu où on va prendre différents objets, on va les recouvrir d'une toile, par exemple, et on va poser l'enfant devant, lui recouvrir les objets. Par exemple, là, j'ai 4 objets. Tac, tac, 4 types d'objets. Tac et tac. Vous recouvrez tout ça d'un linge et l'enfant va passer la main dessous, retirer un objet et dire de quoi il s'agit. Donc là, si c'est celui-ci, rouleau. Bien connu des enfants. Ensuite, abricot, puis Lego. On peut choisir un élément plus simple, Lego. Et enfin, stylo. Et maintenant que l'enfant a ces 4 choses devant lui, évidemment, il a bien compris, et vous le lui demandez aussi, qu'il y a des sonorités communes. Donc là, vous lui demandez de reconnaître quelle est la sonorité commune entre ces 4 mots. Donc c'est évidemment le son O qui se retrouve à la fin. Vous variez les exercices et puis vous prenez des objets qui commencent tous par A. Évidemment, travailler sur les voyelles, c'est beaucoup plus facile parce que c'est très sonore. Et une fois que l'enfant est plus à l'aise, on peut passer à des sons plus complexes. Sans parler de lettres, sans parler d'unités plus fines. On en est toujours à la syllabe. Alors, par exemple, vous pouvez utiliser des jeux de Lego. Je trouve ça hyper pratique parce qu'on peut les associer, les assembler. Là, par exemple, j'ai noté sur un Lego war. J'ai l'impression que c'est inversé pour vous. Bon, en tout cas, c'est la syllabe war. Avec d'autres petits Lego, on peut composer différents mots. Par exemple, un pochoir. Alors, j'ai écrit sur ce Lego-là poche et j'associe à war. Je garde la même syllabe, war. Je l'associe à un autre début de mot, arrosoir. Ensuite, on peut même segmenter encore le mot, arrosoir. Et ensuite, on garde toujours la même fin du mot. Par exemple, on va pouvoir parler d'un comptoir. Encore autre chose, un saloir. Et en plus, on peut lui faire découvrir des mots nouveaux. Le mot saloir n'est pas tellement courant dans son vocabulaire, sauf si on a parlé du Saint-Nicolas.
mais c'est pas mal hein, d'introduire des nouveaux mots comme ça et de l'expliquer. Donc ça, ce sont des petits jeux très simples qui permettent à l'enfant de bien repérer et de visualiser le fait qu'il y ait des syllabes et des unités plus petites qui composent les mots. Et en plus, comme il a le Lego en main, qu'il le manipule, qui compose les mots, qui vous demande de les lire, ses mains sont occupées, donc il est focus. Ça, pour moi, c'est essentiel. D'ailleurs, je vous en parlerai après. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez aussi de petites cartes. Ça, je l'utilisais dans le train. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont vu mon jeu. C'est la méthode Bocher, qui est une vieille méthode qui était utilisée un peu du temps de mes parents. Et en fait, ils utilisent la syllabique. C'est pas du tout idiot. Enfin, moi, j'aime bien parce que ça me permet d'avoir des cartes et de jouer avec ma cadette avec les syllabes. Alors, bien sûr, on a des cartes de mots. On s'amuse à repérer les mots qui terminent de la même manière. Là, vous avez coton et pantalon. Donc, elle voit l'image, elle prononce les mots et elle me donne les images qui ont les mêmes sonorités à la fin. Donc, c'est à elle, grâce à l'image, de repérer. Et bien sûr, comme on est déjà un petit peu plus loin dans l'apprentissage de la lecture, elle a bien repéré que le on était formé de ON et c'est le même son que dans lion. Parce que sans arrêt, je reviens à ce mot phare qui est lion. Ce sont des mots repères comme ça que j'utilise. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, quand on a ce genre de petites cartes, on peut commencer à utiliser les syllabes si on les manipule, même si l'enfant ne sait pas encore lire. Mais on peut associer, on va avoir manteau et puis nous-mêmes, on peut former des mots et dire à l'enfant manteau, et là il repérera que à la fin il y a le son O comme d'un abricot, même s'il ne s'écrit pas pareil, ce n'est pas grave, et il verra le mot écrit. Donc ça c'est un début de sensibilisation à la lecture. Alors une fois que l'on a fait tout ça, ce que je voulais vous dire, c'est que on a aussi, par exemple, on peut passer ensuite, quand l'enfant est bien entraîné, à l'unité plus fine, qui est bien sûr la lettre. Alors, il faut commencer par tout ce qui est vraiment très simple, parce que les sons composés seront trop compliqués pour l'enfant au début. Donc, on va évidemment commencer par les voyelles, et quand on les associe de manière simple. On ne commence pas tout de suite avec les sons OU et ON, parce que l'enfant ne comprendra pas. Donc, par exemple, là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ma tablette. C'est une appli de Marbotique que j'aime bien parce qu'elle se manipule avec des lettres en bois. C'est vraiment super chouette. Et ça, je le mets sur la tablette. Le son est prononcé. Alors là, j'ai 2 fois j'en ai la main. Et si je les associe, la syllabe est prononcée. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu. Ju. Et si j'écris encore, tac, tac, bim, j'associe Juju. Et l'enfant peut écrire et entendre ce qu'il a composé. Avec les lettres. Tiens, j'ai pas répondu à la question de Christophe Clément. Si c'est énergivore, faut-il encore lire une histoire le soir? Alors oui, vous lisez une histoire le soir. Mais la question est excellente parce que vous, quand vous lisez, votre cerveau est engagé à 85%. C'est-à-dire que vous mobilisez vos fonctions neuronales à 85%. Alors que quand vous regardez la télé, votre cerveau est engagé à 30%. Ça veut dire que la lecture demande un effort, mais le cerveau est très 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 actif et enregistre énormément ce qu'il est en train de faire. D'où l'intérêt de la lecture aussi. Il n'est pas passif en train de recevoir des images qu'on lui envoie comme la télé. Il y a vraiment un engagement, il y a quelque chose qui se passe. Et quand vous lisez une histoire à votre enfant,
Eh bien, surprise, le cerveau de l'enfant est aussi actif à 85%. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas lui lire d'histoire. Au contraire, il n'endormira que mieux. Parce que le cerveau aura consommé beaucoup d'énergie et l'enfant, après, aura tous vos mots encore en tête. Il plonge dans le sommeil. Ce sera un moment excellent pour assimiler tout le vocabulaire que vous lui avez passé lors d'une lecture et que vous avez expliqué. Donc l'histoire le soir, mais oui, triple oui, n'arrêtez surtout pas. N'arrêtez surtout pas, même si les enfants sont lecteurs. Ça me paraît essentiel. Donc on continue. Moi j'ai toujours lu à même CE2, CM1, CM2, j'ai jamais arrêté et ils sont... on a une qualité de silence quand on se met à lire une histoire. Lisez un Barbe Bleue en classe... Alors là, vous entendrez les mouches voler. Hein. Ils sont tous extrêmement concentrés parce que tout le monde adore qu'on nous raconte des histoires. Donc, et puis l'enfant est très impliqué. Alors, pour la suite, ce que je voulais dire, juste avant de creuser un petit peu plus les lettres, je ne vais pas vous prendre trop de temps non plus parce que j'ai déjà vachement débordé sur ce que j'avais dit, c'est que vous pouvez vous composer de petits jeux avec des petites cartes. Ici, par exemple, on a un petit jeu qui est rigolo parce qu'il utilise des petits schémas bien fichus pour que l'enfant reconnaisse les syllabes. Donc, si l'enfant n'est pas lecteur et que vous avez le mot tapis et tablier, par exemple, vous pouvez lui demander de regrouper les mots qui commencent par la même syllabe. Ici, tapis, tablier, il voit les dessins, il peut reconnaître. Mais en plus, s'il a un doute, il a un petit visuel là qui lui permet de repérer que c'est similaire. Donc là, on voit bien que même fleur, ta, ta. L'enfant est assuré d'avoir les mêmes syllabes qui démarrent ces deux mots et donc de les associer tous les deux. Et là, évidemment, T-A-T-A, vous, en tant qu'adulte, vous pouvez attirer son attention sur le fait que ça fasse ta. Et après, si vous avez ce genre d'objets, vous pouvez vous les fabriquer, hein, faites-en en carton, et puis l'enfant manipule. Vous utilisez des lettres en bois, il y a des puzzles en bois qui sont faits, qui sont très bien, l'enfant peut composer ses mots. Et vous le faites toucher, vous le faites manipuler, et là, on approche tout doucement des lettres et de la syllabique. Donc là, le T-A qui fait ta, comme dans le jeu auquel on a joué avec tablier, avec tapis, et on voit bien que ça se compose d'un T et d'un A. Là, ce qui est essentiel à ce moment-là, c'est la kinesthésie, c'est-à-dire que l'enfant s'approprie la lettre en la sentant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le T, lui faire tracer dans une boîte avec du sable. Vous prenez une boîte, vous mettez du sable dedans. Avec le doigt, il trace le T et vous corrigez le sens. Vous lui faites tracer dans le bon ordre. La maîtresse le fera de toute façon. Mais vous pouvez assister votre enfant, ils adorent faire ça. Tracer, ou vous tracez dans de la semoule ou dans du sucre. Tous les supports sont possibles. Et ensuite, il suffit d'agiter le plateau et il recommence avec une autre lettre. Il peut faire le A, par exemple. Après, ce qui est super, c'est de se tracer les lettres dans le dos, par exemple, et de faire un jeu. Donc, vous tracez un T dans le dos de votre enfant et il doit reconnaître de quelle lettre il s'agit. Il vous trace un A dans votre dos et vous devez reconnaître de quelle lettre il s'agit. Vous pouvez aussi simplement passer par les formes, hein, le rond, le carré, tout ça sont des exercices préparatoires à l'écriture. Mais en tout cas, le fait de ressentir la lettre permet de se l'approprier, de la conscientiser et dès que ça passe par le corps, de toute façon, tout est mieux enregistré. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et ensuite... vous n'hésitez jamais à jouer à des associations de mots. Donc, vous commencez à lui mettre M-A pour ma, ensuite P-A pour pas, puis vous faites papa. Tous ces mots qui sont très très proches de lui, qui lui permettent en un clin d'œil de reconnaître des mots très familiers. Son prénom, évidemment, c'est même par là qu'on va commencer. Et au fur et à mesure, vous allez voir que très très vite, il va
comprendre le sens des lettres, la syllabique et tout associé. Ceci, le fait de jouer avec ce genre de cartes, permet de voir les mots. Ça fait très méthode globale. La méthode globale, c'est bien au début, on photographie le mot. L'enfant photographie les mots qui lui sont familiers, mais il n'a pas du tout une mémoire extensible. Donc, juste pour vous donner un peu l'histoire de la syllabique, là récemment, il y a un chercheur en neurosciences qui s'appelle Bruce McCandless qui a fait une étude sur une quarantaine de personnes, 2 groupes de 20, et il leur a montré des symboles complètement improbables qu'il formait comme ça en leur disant ça veut dire note, ça veut dire ten, ça veut dire... Est-ce que j'ai un exemple à vous montrer? Non, je n'en ai pas sous la main. Mais je l'éditerai je l'ai dans un bouquin de mes box. Et donc, c'était des signes complètement inventés qui soumettaient à ce groupe de personnes. Là, les personnes devaient retenir tous les symboles sans qu'il y ait de lien logique entre tous ces symboles montrés. Et donc, il a laissé un groupe comme ça témoin à donner d'autres symboles biscornus en disant à chaque fois ce que ça signifiait. Et il a donné les clés de signification à un autre groupe en disant telle courbure, ça représente le T, telle courbure représente la lettre E. Et il a regardé comment progresser et comment enregistrer chacun des groupes. Le groupe témoin qui n'avait pas les clés de ce qu'on pourrait appeler cette syllabique a tout laissé, enfin n'a pas réussi à enregistrer plus de mots. Ils ont bloqué au bout d'un moment parce que la mémoire n'arrivait plus à emmagasiner. Or, le groupe qui avait les clés de composition de ces figures a pu enregistrer d'autres mots et ça a très bien marché. Et c'est exactement la différence entre la globale et la syllabique. Donc la globale, c'est bien pour retenir les mots qu'on connaît un petit peu comme ça au début, mais c'est pas ce qui va permettre de tout déchiffrer. Donc global un petit peu au début, puis on passe par la syllabique et on décortique le mot. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire pour accompagner vos enfants dans la lecture. Nous, on s'amuse bien. Moi, j'ai ma cadette qui, là, à 4 ans et demi, a envie de tout lire, donc elle déchiffre tout dans la rue. Je pense que vos enfants feront pareil dès qu'ils seront lancés. Enfin, ils le font certainement déjà. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et sauf que je voulais aussi préciser qu'évidemment, vous le savez, moi, j'ai des box lecture pour entraîner vos enfants dans lesquels je mets ce genre de choses, les sonodingos, les petits jeux et les applis qui vont bien pour que vous puissiez vous amuser avec eux et progresser pour assister à tout ce que fait la maîtresse à l'école. Voilà, amusez-vous bien et puis bonne lecture à tous. Ciao, ciao.